Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce lundi 23 novembre, dimanche dernier, les dirigeants des 10 nations composant l'ASEAN ont estimé que ce jour était historique. En fait, c'est ce jour-là qu'a été annoncée la naissance de la communauté de l'ASEAN. Mais cette journée qui aurait dû être fêtée a également été l'occasion de discussions pour le moins sérieuses entre les dirigeants du sommet de l'Asie orientale. Les questions de sécurité mondiale et de stabilité économique étaient à l'ordre du jour. Les 10 membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est entraient dimanche dans la fleur de l'âge. Le Premier ministre malaisien, cette année président de l'organisation, ainsi que d'autres dirigeants, ont déclaré que le 31 décembre prochain, l'ASEAN, aujourd'hui simple groupe régional, deviendra une communauté. Mais en réalité, bien que l'association ait supprimé pratiquement tous les droits de douane, de nombreux obstacles demeurent avant de parvenir à une intégration économique complète. Il faut maintenant garantir la création d'un seul marché et une seule base de production, avec une circulation plus libre des biens et des services. Pour y parvenir, avec des critères communs, une connectivité bien meilleure et la suppression des obstacles qui font de nos frontières une entrave à la croissance et à l'investissement. Au sommet de l'Asie orientale, les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré leurs homologues de 8 autres pays, parmi lesquels la Chine, les États-Unis et la Russie. L'ombre des récentes attaques terroristes perpétrées entre autres à Paris, mais aussi au Mali et en Égypte, a plané sur ces rencontres. Par conséquent, les questions de sécurité ont été mises à l'ordre du jour, ainsi que celles sur les tensions en mer de Chine méridionale. Les dirigeants ont également discuté des objectifs d'un marché plus ouvert et d'une coopération économique accrue. Les nations de l'ASEAN ainsi que leurs partenaires commerciaux tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde ont travaillé pour parvenir à des avancées sur un accord de libre-échange réunissant 16 pays. La date limite de cet accord, baptisé Partenariat économique global régional, a été repoussée à l'année prochaine. Les dirigeants des 10+6 ont fait une déclaration commune sur l'accélération de la clôture des pourparlers du partenariat économique global régional. Je pense que chaque délégation devrait accélérer les négociations en fonction du consensus et des instructions des dirigeants en s'efforçant de mettre un terme aux pourparlers du partenariat économique global régional dès l'année prochaine. Les dirigeants de l'ASEAN ont également révélé ce qu'ils appellent Vision 2025. Ils ont exprimé les objectifs pour les 10 prochaines années pour faire de la communauté de l'ASEAN non seulement un slogan ou une inspiration, mais surtout une réalité. Le sommet de l'Asie de l'Est vient de s'achever dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur. Plus de détails dans ce reportage. Les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré leurs homologues américains, chinois, sud-coréens, japonais et ceux d'autres pays. Le Premier ministre chinois Li Keqiang se trouvait parmi les dirigeants qui ont participé au sommet de cette année. Il a présenté une proposition en 5 points visant à promouvoir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Le Premier ministre chinois a appelé tous les pays à suivre les principes de la Charte des Nations Unies et à défendre les résultats obtenus après la fin de la Seconde Guerre mondiale en sauvegardant ensemble la paix et la stabilité de la région et du monde. Li Keqiang a également appelé les pays à adhérer aux principes du droit international afin de régler pacifiquement les conflits de souveraineté à travers la consultation et les négociations. Il a notamment exhorté la Chine et les pays membres de l'ASEAN à mettre en place une déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale et à améliorer les mécanismes pour renforcer la confiance mutuelle et la coopération. Li Keqiang a rappelé que les pays extérieurs à la région devaient jouer un rôle constructif sans aggraver les tensions actuelles. Le Premier ministre chinois a terminé sa proposition en appelant toutes les parties à exercer et à maintenir la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale, dans le cadre du droit international. La Chine s'est engagée à offrir une assistance gratuite d'une valeur de 3,6 milliards de renminbi, soit environ 560 millions de dollars, aux États membres de l'ASEAN en voie de développement en 2016. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Luo Zhenmin a fait ses remarques lors d'une conférence de presse en marge des rencontres de l'ASEAN. Il a déclaré que la Chine offrirait également des prêts dans l'infrastructure totalisant 10 milliards de dollars aux pays d'Asie du Sud-Ouest.
Liu Jianmin s'est également exprimé sur les constructions chinoises sur les îles et les récifs en mer de Chine méridionale. Il a déclaré que cela était nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie et qu'elle remplissait les obligations internationales de la Chine. Il a critiqué les États-Unis pour l'envoi d'un navire de guerre à 12 miles nautiques d'un récif chinois en mer de Chine méridionale. Cette fois-ci, d'une manière très visible, les États-Unis ont envoyé des bateaux militaires à 12 milles nautiques des îles et récifs chinois. Cela est allé au-delà du champ de la liberté de navigation. C'est une provocation politique et l'objectif est de tester la réponse de la Chine. La Chine respecte totalement la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Donc, nous espérons que les pays régionaux et non régionaux puissent offrir des contributions constructives à nos efforts pour maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. Ils peuvent librement naviguer en mer, mais en même temps, ils doivent respecter les pays dans la région. Ne pas chercher de troubles, mais chercher une coopération constructive. L'Association des nations de l'Asie de l'Est a signé 2 déclarations majeures qui permettront aux 10 pays membres de mener à bien une intégration économique et politique plus étroite. Le premier document déclare l'établissement de la communauté de l'ASEAN à la fin de cette année. L'autre document est un plan d'action pour les 10 prochaines années. L'ASEAN a déclaré que la communauté est conçue pour créer une plus grande liberté de circulation des marchandises mais aussi du capital. Les États membres créeront ainsi un marché unique et une base de production commune. Les pays membres de la communauté de l'ASEAN regroupent une population totale de près de 625 millions de personnes et un PIB global de 2600 milliards de dollars. Nous devons désormais garantir la création d'un véritable marché unique et une base de production commune permettant une plus grande circulation des marchandises, des services et des standards communs. Nous devons par ailleurs élargir les connexions et supprimer les barrières qui transforment nos frontières en obstacles à la croissance et à l'investissement. Le Premier ministre chinois Li Keqiang faisait partie de ceux qui ont participé à la cérémonie rendant publique la déclaration commune sur le partenariat économique global régional. Li Keqiang et les dirigeants de 15 autres pays d'Asie-Pacifique se sont mis d'accord pour faire des efforts afin de conclure le RCEP en 2016. Si l'on considère les défis auxquels nous faisons face et la valeur des engagements constructifs, davantage de temps est nécessaire pour conclure les négociations. D'ici, nous, les dirigeants des pays participants au RCEP, nous nous sommes mis d'accord pour permettre aux négociations de continuer et pour demander à nos négociateurs d'intensifier les efforts afin de conclure et de parvenir à un accord mutuellement bénéfique et de haute qualité en 2016. In 2016. La déclaration dit qu'avec la moitié de la population mondiale et près de 30% de sa production et de son commerce, le RCEP offre un immense potentiel pour améliorer les conditions de vie de milliards de personnes. Le RCEP est un accord de libre-échange collectif proposé entre les 10 États membres de l'ASEAN et 6 pays avec lesquels l'ASEAN a des accords de libre-échange individuels, l'Australie, la Chine, le Japon, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Les négociateurs travaillent sur le RCEP depuis mai 2013. Les experts anticipent déjà les défis face auxquels sera confronté le bloc ASEAN avec la formation de la communauté économique de l'ASEAN prévue à la fin de cette année. Les experts rappellent que de nombreux défis restent encore à relever avec la grande diversité actuelle sur le plan de la culture, du développement économique, des différents systèmes politiques des pays membres de l'ASEAN. Les 10 pays membres de l'ASEAN suivent des religions différentes, notamment le bouddhisme, l'islam ou encore le christianisme. Les niveaux de revenus sont également très différents d'un pays à l'autre. Sur la base de ces différents facteurs, de nombreux experts estiment que l'ASEAN devra surmonter plusieurs obstacles afin de réussir la formation d'une communauté économique incluant une coopération sur la sécurité et les échanges socio-culturels avant le 31 décembre de cette année. Zhang Qianye, directrice du département d'information du Centre de recherche sur la Malaisie, nous a indiqué que l'un des problèmes majeurs qui risquent de se poser est celui de la sécurité dans les pays aux revenus les plus importants, avec l'immigration des travailleurs à bas coût venus d'ailleurs.
Zhang Qianye rappelle également que la coordination des différentes problématiques régionales sera l'un des autres défis majeurs de la communauté économique de l'ASEAN. L'ASEAN est une communauté qui a commencé par le haut. Elle est le fruit de la coopération économique spontanée entre les plus hautes sphères gouvernementales des pays membres. Chacun des pays membres de l'ASEAN a une longue tradition de non-ingérence dans les affaires internes des autres nations. Il ne s'agit pas seulement d'une tradition, mais c'est aussi une règle établie entre les pays membres. Ainsi, les pays membres de l'ASEAN ont certes établi des règles pour organiser leur coopération, mais dans les faits, ils sont incapables de les faire appliquer. Par exemple, dans la régulation de la pollution atmosphérique transrégionale. Il s'agit là du plus grand défi pour l'intégration de l'ASEAN. Le président américain Barack Obama a déclaré durant son voyage en Malaisie pour participer à l'ASEAN que la coalition destinée à combattre l'État islamique serait implacable dans sa conduite pour détruire le groupe. Je veux être aussi clair que je le peux sur cela. Les préjugés et la discrimination aident l'EI et sapent notre sécurité nationale. Donc, même si nous détruisons l'EI sur le champ de bataille, et nous les détruirons, nous reprendrons les terres qu'ils ont actuellement. Nous couperons leur financement, nous traquerons leurs dirigeants, nous démantèlerons leurs réseaux et leurs lignes d'approvisionnement. Même si nous sommes dans ce processus en ce moment, nous voulons être certains que nous ne perdons pas nos propres valeurs et nos propres principes. Obama a indiqué que les partenaires internationaux de l'Amérique ne céderaient pas dans le combat contre le groupe État islamique, insistant que le monde n'accepterait pas que les attaques d'extrémistes contre les civils à Paris et ailleurs deviennent la nouvelle normalité. Obama a ajouté qu'il avait discuté avec le président russe Vladimir Poutine durant un récent voyage en Turquie pour le G20 et qu'il lui avait dit qu'il serait utile que la Russie dirige son focus sur la lutte contre l'EI. Il a également dit espérer que Moscou accepte une transition du pouvoir en Syrie. Obama était en Malaisie pour participer au sommet d'Asie de l'Est et aux rencontres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exhorté la Russie et les États-Unis à coopérer en vue d'éradiquer le terrorisme. Ban a déclaré qu'il dévoilerait en tout début d'année prochaine un plan complet pour lutter contre l'extrémisme et la violence. Le chef des Nations Unies a également indiqué qu'il comptait sur leur appui en vue de supprimer un ennemi commun. Tous ces terroristes et ces idéologies extrémistes devraient être combattus au nom de l'humanité. À cet égard, nous devons être unis. Nous devons faire preuve de solidarité globale pour lutter contre cet ennemi commun qu'est Daesh ou d'autres groupes extrémistes et terroristes. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré que son pays ne cédera pas après l'attaque par des islamistes radicaux d'un hôtel de luxe dans la capitale Bamako. Mali n'est pas une zone fermée, elle ne le sera jamais. Paris ne l'a pas été, Paris ne l'est pas, Genève ne l'est pas, New York ne l'est pas, Moscou ne l'est pas. Nulle part dans le monde aujourd'hui n'en est à l'abri de ce barbare de notre temps. Ces hommes qui ne mettent pas le nom d'hommes. Je l'ai dit hier, ils ont décidé, ces gens-là, de rompre avec l'humanité telle que nous la connaissons et la chérissons. Nos valeurs ne sont pas les leurs. J'ai dit que la valeur vie leur est inconnue. Et c'est pour cela que vous, comme nous, chacun devra faire attention. Le Mali est heureux que vous soyez là. Les attaques ont fait 21 victimes, dont 18 clients de l'hôtel, un membre des forces spéciales et 2 terroristes. Les forces de sécurité sont désormais à la recherche de plus de 3 suspects qui pourraient avoir été impliqués dans l'attaque. L'état d'urgence pour une durée de 10 jours a été déclaré dès vendredi minuit. Les groupes djihadistes Al-Mourabitoun et Al-Qaïda au Maghreb islamique ont revendiqué l'attaque, mais cela n'a pas été confirmé par les autorités maliennes. Le nord du Mali a été occupé par des combattants islamistes, certains liés à Al-Qaïda, pendant la quasi-totalité de l'année 2012. Ils ont été expulsés par une campagne militaire dirigée par la France, mais les violences ont continué. Le Premier ministre belge a déclaré que de forces militaires et de police ont été déployées à travers la capitale Bruxelles et tout particulièrement dans les zones très fréquentées. Le niveau d'alerte est passé à 4, le plus élevé possible.
L'analyse de l'OCAM conduit à identifier plus précisément les événements avec du public, les rues commerçantes et les centres commerciaux, les manifestations, les endroits animés, et les transports. Mais pas de lieu précis. La région bruxelloise est passée au niveau 4. Le procureur fédéral belge a annoncé que les enquêteurs avaient trouvé des armes au domicile d'un troisième suspect détenu par les autorités belges après les attaques terroristes de Paris. Le bureau du procureur déclare dans un communiqué qu'aucun explosif, ni même de ceinture d'explosifs, n'avait été trouvé lors de la perquisition. Il n'a pas donné de détails sur la nature de l'armement trouvé. Le suspect en question est présenté comme étant Abrahimi Lazez, un homme d'origine marocaine de 39 ans, né en Belgique et vivant dans la région de Bruxelles. D'après le diffuseur radiophonique public belge, la RTBF, Lazez a été arrêté la semaine dernière à Bruxelles dans sa voiture. Une arme à feu ainsi que des traces de sang ont été trouvées dans son véhicule. 2 autres personnes ont été inculpées en Belgique suite aux attaques de Paris et ont vu leur période de détention être rallongée d'1 mois. Il s'agit d'Hamza Atou, 21 ans, et de Mohamed Amri, 27 ans. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. L'industrie automobile chinoise a vu ses ventes de véhicules automobiles augmenter en octobre par rapport à celles de l'année dernière, alors qu'au cours de la première moitié de cette année, la production et les ventes de véhicules avaient été les plus faibles depuis 8 ans. Les constructeurs automobiles locaux ont augmenté leur part de marché grâce au boom des ventes de véhicules SUV, également appelés crossover. Cette industrie connaît de profonds changements. Les SUV ont été les vedettes du salon de l'automobile de Guangzhou qui s'est ouvert vendredi 20 novembre dans la ville du sud de la Chine. Alors que les Chinois s'enrichissent et sont souvent limités à l'achat d'un seul véhicule dans les grandes villes, les SUV constituent une perle rare sur le marché automobile. Jusqu'au mois d'octobre, les ventes de SUV ont fait un bond de 46% en glissement annuel dans un marché global qui n'a augmenté lui que de 1,5%. Environ 32 nouveaux modèles de SUV sont attendus en Chine cette année, et bien que les prix soient serrés et la croissance affaiblie, les experts affirment qu'il reste des possibilités. Il est vrai que le marché a un peu ralenti cette année à cause de l'état de l'économie et de la crise du marché financier. Mais dans l'ensemble, le marché n'est pas vraiment arrivé à un point de saturation. C'est probablement le cas dans certaines grandes villes, mais dans la majorité des villes chinoises, il reste encore beaucoup de possibilités pour l'industrie automobile de se développer. Il reste donc des opportunités pour les ventes de SUV depuis que la Chine a abandonné la politique de l'enfant unique. Nous pouvons clairement observer que de nombreuses familles souhaitent passer d'une berline à un SUV pour sa sécurité, son confort et son intérieur spacieux. Lorsque vous avez une famille, un enfant, vous savez qu'un SUV, c'est ce qu'il vous faut. Même si vous avez 2 enfants, un SUV semble plus adapté qu'une berline. C'est donc pour cette raison que les SUV sont très populaires en Chine et que leurs ventes continuent de croître. Mais dans le futur, lorsque les gens auront leur second enfant, ils se tourneront vers les véhicules 7 places. C'est également une option dans un futur proche. Mais l'hiver est arrivé. Les prix ont chuté de 3,4% au cours des 9 premiers mois de cette année, ce qui constitue une baisse encore plus importante que celle de 1,2% pour l'ensemble des véhicules de tourisme. La fragmentation du marché signifie également que les modèles les plus vendus ne font plus autant de recettes qu'avant. Les 10 modèles de SUV les plus vendus en Chine ne représentaient que 34% du marché en septembre contre 64% en 2010. Les ventes de nouveaux SUV auront très probablement du mal à égaler les marges de profit généreuses accumulées ces dernières années. Hier, dans la matinée, à environ 8 heures, heure de Beijing, l'Airbus A350, le nouvel avion de ligne gros porteur, a atterri pour la première fois sur le sol chinois à Shanghai. L'Airbus A350 représente la nouvelle génération d'avions de ligne fabriqués en France après le lancement de l'A380. Jusqu'à présent, seuls 9 avions sortis des lignes d'assemblage du site de Toulouse ont été livrés à travers le monde. L'Airbus A350 nouvelle génération adopte les dernières avancées technologiques en matière de conception des pneumatiques, mais également pour le fuselage et les ailes. Pour la première fois, le matériau composite à base de fibres de carbone est utilisé pour une fabrication industrielle à grande échelle. Le nouvel Airbus est également doté de la dernière génération de moteurs conçus et fabriqués par Rolls-Royce. L'aspect extérieur se caractérise par ses hublots grand format,
et la cabine de pilotage reprend pour l'essentiel l'ensemble des fonctionnalités de l'Airbus A380. L'intérieur de l'Airbus A350 a été sensiblement élargi. L'avant de l'appareil a été agrandi pour permettre aux passagers de profiter d'un espace plus important. Les compartiments à bagages offrent désormais plus de place, tout en augmentant le confort global des passagers. Une zone réservée pour le repos du personnel de bord, ainsi qu'un espace pour permettre aux femmes de se maquiller en toute intimité, ont été spécialement conçus. L'Airbus A350, qui vient tout juste d'atterrir à Shanghai, a été livré le mois dernier à la compagnie aérienne Finnair. Actuellement, seules 3 compagnies dans le monde exploitent le nouvel avion de ligne d'Airbus. Le 21 novembre dernier, cette A350 avait décollé d'Helsinki pour effectuer son premier vol commercial direct vers Shanghai. Direction l'Afrique du Sud, cette année marque le centenaire de la Galerie d'art de Johannesburg et pour célébrer ce lieu, de nombreuses expositions sont organisées pour mettre en avant la collection centenaire de la galerie. Reportage. L'établissement de cette galerie a été principalement l'œuvre de Florence Phillips, dont l'unique intention était d'amener une certaine culture dans cette ville autrefois liée à la ruée vers l'or. Son objectif était ouvertement eurocentrique, mettant l'objectif que les contenus de la galerie ont évolué au cours du siècle écoulé. Et on est passé en général vers bien plus d'humanité. Cela concerne la culture, cela concerne l'art et aussi l'héritage. Toutes ces choses importantes que les gens doivent connaître et dont il faut prendre soin. Si nous ne pouvons pas retenir notre héritage culturel, alors nous ne sommes rien. En célébration de ce centenaire, 6 expositions majeures sont présentées. Elles sont concentrées sur différents aspects de la collection de la Galerie d'art de Johannesburg. On y trouve de l'art sud-africain allant de 1940 à 1975, avec certaines des pièces préférées du public. Les pièces historiques et classiques, voire même un environnement digital, rien n'a été oublié. Il y a aussi une collection d'images imprimées de la galerie. Ce qui est beau dans cette collection, c'est que la réalité montre des similarités un peu partout dans le monde. J'espère que cela créera un sens de connexion, pas uniquement vers Johannesburg, mais dans des villes partout ailleurs. Et ces expositions offrent le meilleur de l'art sud-africain, avec même des peintures extrêmement rares. Accès gratuit au public durant toute l'année. Le marché africain de l'aviation a connu un boom ces dernières années et les investisseurs chinois ont décidé de ne pas laisser passer cette opportunité. La société AWA pour African World Airlines est une co-entreprise sino-ghanéenne créée en 2010. Les détails en images. Pour la population ghanéenne, prendre l'avion est devenu plus facile et plus abordable. Première compagnie civile à capitaux chinois, AWA a déjà conquis la moitié des parts de marché au Ghana et est en Afrique de l'Ouest l'une des compagnies régionales les plus populaires. Mensima Winmot prend l'avion pour Kumasi, dans le centre-sud du Ghana, plusieurs fois par semaine. Elle considère AWA comme la compagnie la plus sûre. The service is good. Le service est bon, j'aime leurs avions, ils ne sont pas bondés, nous avons de l'espace. Et je voyage avec mon fils, donc nous avons toujours la priorité. Le personnel de bord vérifie que nous sommes bien attachés, donc je suis rassurée. AWA a commencé à opérer en 2012. La compagnie est cofinancée par le groupe chinois HNA, par le Fonds sino-africain de développement, par la Sécurité sociale et le Fonds national d'assurance du Ghana, ainsi que par le groupe financier ghanéen SAS. Elle n'a, à ses débuts, proposé qu'un seul vol. En 3 ans, ces lignes se sont multipliées pour passer à 22 vols quotidiens nationaux et internationaux. 98% de ses 216 employés sont ghanéens. Le capitaine, Kwasi Otung, est reconnaissant envers les actionnaires chinois de lui avoir donné l'occasion d'utiliser sa formation à bon escient. Il se dit également très optimiste vis-à-vis de l'avenir de la compagnie. Le soutien du groupe HNA a fait toute la différence. Cela me donne confiance de savoir que nous avons ce soutien financier. Nous bénéficierons de ce soutien et des bons conseils pour devenir le meilleur transporteur du Ghana. Et je crois qu'actuellement, nous sommes les numéros 1 dans le pays. En plus de ce soutien financier, AWA applique les normes de sécurité et de service de Hainan Airlines. Ceci lui a permis de remporter le prix de compagnie locale de l'année en 2014, un prix remis par l'autorité ghanéenne du tourisme.
Ils ont une politique de sécurité, ce qui est une culture positive, contribuant à sensibiliser les employés et qui fait que chacun y contribue. Lors de sa visite en Afrique en 2014, le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que Beijing encourageait les entreprises chinoises à former des co-entreprises avec leurs homologues d'Afrique, afin de faire monter en gamme le secteur de l'aviation. AWA a été l'une des co-entreprises pionnières et elle ne compte pas s'arrêter là, selon son PDG. Nous n'allons pas laisser AWA se développer elle-même. Nous allons utiliser toutes les ressources de Hainan Airlines pour mettre dès que possible au point notre propre réseau en Afrique de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Disposant d'un réseau couvrant toute l'Afrique, nous pourrons avoir des correspondances avec les grandes lignes internationales de Hainan Airlines pour avoir un réseau mondial. Cela va nettement améliorer notre compétitivité. Un nombre croissant de pays africains, parmi lesquels le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud, cherchent à renforcer leur coopération avec la Chine, dans des domaines tels que la création de compagnies aériennes, la construction d'aéroports ou la fabrication d'avions. Le Ghana comptait 6 compagnies aériennes en 2013. Mais aujourd'hui, seules 2 d'entre elles ont survécu, AWA incluse. Cette dernière compte ouvrir de nouvelles lignes dans les années qui viennent. Ces 3 dernières années, près de 430 000 passagers ont emprunté AWA. L'aviation commerciale prenant son envol au Ghana et en Afrique de l'Ouest, les actionnaires chinois et ghanéens de AWA sont optimistes. Ils tablent sur le fait que l'aviation apporte une plus grande connectivité et de nouvelles occasions d'investissement au Ghana. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'Afrique Info.